Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qu'est-ce qu'une ville moche ? S'il y a une chose avec laquelle les élus ne rigolent pas, quel que soit leur bord, c'est bien avec ce qui est dit de leur ville, surtout quand c'est pour en dire du mal. Ainsi, Paris devenu hideux à cause des travaux, selon le cinéaste Jean-Pierre Jeunet, qui du coup renonce à donner une suite à son fabuleux destin d'Amélie Poulain. Réponse du premier adjoint au maire de Paris, l'esthétique ultra léchée d'Amélie Poulain n'a jamais ressemblé à l'esthétique de Paris. On ne s'attaque pas impunément à la beauté des villes. Dans son dernier roman Sérotonine, Michel Houellebecq dit de Niort qu'elle est l'une des villes les plus laides qu'il lui a été donné de voir. Sortez un peu de la sphère parisienne et revenez nous voir, lui a écrit le député LREM des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche. Car la ville moche serait une vue de l'esprit parisien surtout. Le magazine Technicart en fut le meilleur exemple il y a quelques années en consacrant tout un dossier à la Creuse et à sa préfecture Guéret. Une ville, était-il écrit, quasi morte, un désert culturel où il y a des ploucs, je cite toujours, des vioques, des bovins en surnombre. Sur place, on n'avait pas apprécié. Et que dire de l'entrée des villes et des zones périurbaines qui firent l'objet d'un article retentissant dans Télérama il y a presque 10 ans. Comment la France est devenue moche. Alors qu'est-ce qu'une ville moche ? Eh bien c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Éric Chauvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Vous avez participé à la ville rêvée des philosophes. C'est un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Philosophie Magazine sous la direction de Michel Elchaninov. Et je citerai par ailleurs parmi vos publications, c'était aux éditions Alliard en 2011, Contre Télérama. C'était votre réponse justement à ce dossier de Télérama, comment la France est devenue moche. Dossier dans lequel était cité à plusieurs reprises notre deuxième invité, David Mangin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte urbaniste, cofondateur et associé de l'agence Sora Architecte. Vous avez notamment travaillé sur une partie de la réhabilitation des Halles à Paris. J'ai également noté la ZAC TGV à Mulhouse. Et on vous doit notamment l'ouvrage La Ville franchisée. C'était il y a une quinzaine d'années aux éditions de La Villette. Et puis troisième invité, Olivier Razemont. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des mobilités. On peut vous lire sur votre blog L'interconnexion n'est plus assurée, blog qui est hébergé par le journal Le Monde. Et vous avez notamment publié aux éditions Rue de l'Échiquier, c'était en 2016, Comment la France a tué ses villes. Alors je voudrais qu'on commence avec vous par évoquer non pas peut-être forcément les propos de Jean-Pierre Jeunet, parce que quand on lit l'interview dans son intégralité, on se rend compte qu'il ne dit pas seulement que Paris est laid, mais qu'à cause des travaux, ce sera un peu plus compliqué pour lui de faire une suite en faisant abstraction justement des travaux qui sont en cours dans la capitale. Mais il dit quand même que c'est une ville qui est devenue assez laide. Est-ce que vous diriez que ça représente peut-être ce qui est une belle ville Paris aujourd'hui, avec Olivier Razemont? Je suis gêné parce que j'aime toutes les villes en fait. À chaque fois une ville qui a une histoire, qui a une géographie, qui est inscrite dans près d'un fleuve ou près d'un lac ou au pied d'un mont, etc. Tout ça en fait raconte une histoire. On retrouve la pierre de Don qu'on voit qui est ocre, qu'on voit à Charleville-Mézières. Elle raconte l'histoire de la région aussi. Le tuffeau à Angers, etc. Donc la ville ancienne, la ville, alors je sais pas, la ville telle qu'on la première image qu'on donne, d'ailleurs que les municipalités elles-mêmes donnent, d'ailleurs généralement sur leurs documents, c'est toujours quelque chose moi, personnellement qui me plaît et que je trouve beau. Et même les choses modernes. D'ailleurs les propos de Houellebecq et compagnie rappellent tout simplement ceux de Catherine Deneuve il y a quelques années, qui avait dit la même chose à propos de Dunkerque. Elle avait fait un film à Dunkerque et elle était revenue en disant il y a que des alcooliques et des gens qui aiment le tabac. Et il y avait eu exactement la même réaction du maire de Dunkerque qui avait dit venez voir, vous verrez notre Trois-Mâts, le Jean Bart, etc. Il y avait eu comme ça plusieurs dans l'histoire comme ça récente, Eric et Ramsey qui avaient parlé de Saint-Nazaire de la même façon, et à chaque fois même les villes de la reconstruction, comme on dit pudiquement généralement en Normandie ou dans les régions où elles ont été détruites, elles ont une histoire aussi. Elles ont Le Havre est un exemple qui commence à être connu, qui est maintenant classé au patrimoine de l'UNESCO, mais avec une image de ville qui était ce béton armé, ces endroits qui semblent inhospitaliers. En fait, qu'on
connaît, quand on se renseigne avant et quand on reste un petit peu, quand on prend un peu le temps de se balader dans une ville comme Le Havre, on s'aperçoit qu'il y a des choses que, en fait, quand on regarde l'architecture, eh bien, il y a tous les 6,25 m, il y a une colonne, et donc on s'approprie la ville en la regardant et en s'informant sur la ville. Donc non, moi je pense que toutes les villes sont belles et toutes les villes valent la peine d'être visitées. Voilà, donc parce que je rappelle quand même la question que je vous posais, en gros, est-ce que Paris est l'archétype de la belle ville? Vous me répondez, toutes les villes sont belles. Vous diriez la même chose, David Mangin. Restons quand même un court instant sur Paris. Quand on vous a appelé pour vous proposer de participer à l'émission, vous nous avez dit notamment que d'un point de vue, en tout cas topographique, c'était pas forcément la ville la plus intéressante parce qu'un peu plate. Paris a eu l'astuce de quand même se composer à partir de la Seine, alors que Paris n'a pas un site tout à fait extraordinaire. Il y a quelques collines remarquables qui jouent entre elles, Montparnasse, Montmartre, etc. Mais la grande caractéristique de Paris, c'est d'avoir fabriqué deux grandes situations, de mettre tous ces grands monuments au bord de la Seine, d'où le succès des bateaux-mouches, et le grand axe est-ouest qui est comme en Chine, des grands axes fondateurs et obsessionnels, je dirais. Alors, moi, quand je dis Paris, maintenant, comme je travaille beaucoup sur le Grand Paris aussi, je me pose la question de Paris, les vertus du Paris-Centre, à mon avis, c'est la complexité. Alors, on pourrait appeler ça le pittoresque, mais c'est effectivement des strates successives qui fait qu'on a des surprises. Si on connaît un peu l'histoire urbaine, on voit qu'il y a eu une rue médiévale, plus des lotissements du XVIIe siècle, plus des opérations d'urbanisme du XVIIIe, plus les opérations haussmanniennes, plus des opérations. Et c'est toute cette imbrication qui fait les qualités, je dirais même l'émotion et les surprises. Et puis quand vous sortez au-delà du périphérique, vous avez les faubourgs et les banlieues. Moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que c'est encore des endroits où il y a où ça peut bouger. Et donc, c'est des endroits où on accepte des ateliers, où on accepte diverses fonctions qu'on n'accepte plus dans le centre-ville, et sous des arguments d'ailleurs souvent pseudo-esthétiques. Quand vous dites que ça peut bouger, c'est-à-dire que ça n'est pas figé dans une esthétique qui serait une esthétique du beau, qui serait fixée une fois pour toutes? Tout à fait. C'est-à-dire que je pense que là, si la vertu du centre, c'est la complexité, la vertu de la banlieue des faubourgs, c'est l'hétérogénéité. C'est un mot peut-être un peu compliqué, mais ça veut dire qu'il y a une diversité de formes qu'on a beaucoup de mal à accepter, nous, les Français, parce qu'on est dans la culture du grand siècle ou dans la culture haussmannienne, et accepter comme une vertu très intéressante et très urbaine qu'il y ait un petit pavillon à côté d'un immeuble en briques et d'à côté d'une cité, et que de tout ça on peut faire vertu, c'est très intéressant. Et puis enfin, l'autre caractéristique du Grand Paris, c'est quand vous êtes vraiment au-delà de la 86, la francilienne, pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans le monde de la bagnole, et là c'est plutôt la discontinuité, l'espacement des choses qui préexistent, et c'est à mon avis ce qui nous pose problème à nous aujourd'hui dans l'appellation la France moche. Voilà, et dans l'appellation aussi de la ville, parce qu'on voit à quel point ça peut être un territoire extrêmement large. Éric Chauvier, je crois que vous n'êtes pas parisien, que vous ne vivez pas à Paris. Quand vous venez dans la capitale, est-ce que vous êtes ébahi par la beauté de la ville ou au contraire attristé par sa laideur? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis anthropologue. Enfin, je vis dans le pavillonnaire périurbain, donc je suis anthropologue indigène même, ce qui est assez particulier. Et cette posture m'amène finalement à... Pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est plutôt l'espèce de sentiment esthétique qu'on peut avoir, l'émotion esthétique qu'on peut avoir dans Paris. Et Paris est une belle ville, certes, mais c'est une architecture iconique, c'est, comme ça a été dit, très, très haussmannien, c'est une émotion esthétique qui laisse à distance. C'est une beauté un peu qui nous laisse à distance qui fait de nous des espèces de spectateurs d'un spectacle qui a été conçu par Haussmann. Et puis dès qu'on s'échappe un peu de Paris, pour le coup, moins il y a d'urbanité, je dirais, moins il y a cette espèce de volonté de patrimonialiser, de rendre un peu tout ça hyper esthétique. Et plus, à mon sens, on a une émotion esthétique qui nous rapproche, pour le coup, qui nous met en prise plus avec le territoire. C'est-à-dire une émotion esthétique plus participative. Là, ce qui est évoqué à l'instant par David Mangin, là, le pavillon, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, c'est ce genre d'émotion qu'on peut avoir, pour le coup, qui n'est pas codifié en fait par une espèce d'architecture stéréotypée, quoi. Mais Éric Chauvier, est-ce que justement la beauté des villes telle qu'elle est mise en avant, en particulier justement par les municipalités, Olivier Razemont disait quand on va par exemple sur un site d'une ville, ce qui est d'abord présenté, c'est le caractère historique, c'est son patrimoine. Est-ce que c'est pas la tendance justement majeure que de peut-être figer un petit peu cette beauté dans ce qui serait l'identité originelle de la ville, qui remonterait à l'histoire et qui ne serait pas, par exemple, les constructions les plus récentes? Oui, mais enfin, il y a une espèce d'idée de ce qui doit être patrimonialisé aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de villes qui sont un peu
sans qualité, je dirais, mais c'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de territoires qui peuvent pas s'appuyer en fait sur un capital tourisme, un capital patrimonial, architectural, etc. Et du coup, ces villes-là pourraient être accusées de moches. Je pense que c'est ça l'accusation, l'espèce d'effet de disqualification par cette accusation de mocheté, c'est ça. Cette espèce de villes qui ne peuvent pas s'appuyer sur une beauté immédiatement consommable d'une certaine façon. Olivier Razemont. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on a tendance à trouver moche, et après finalement chacun a son regard esthétique aussi, mais c'est quelque chose c'est les choses qui sont interchangeables. C'est-à-dire si on se retrouve effectivement face à des zones commerciales qu'on pourrait trouver absolument partout, à Albi comme à Épinal, à Dunkerque comme à Grasse, et si on se retrouve face à un habitat ou des zones de loisirs qui sont également interchangeables, si elle était unique finalement, si la zone était unique, on pourrait la trouver belle, mais comme elle est partout et c'est partout la même, on se dit en quoi c'est différent, en quoi le restaurant franchisé où on va manger le même steak à Bergerac comme à Charleville-Mézières, en quoi ça va être différent. Finalement, ça n'apporte rien et on a l'impression que voilà, je pense que c'est ça qu'on a tendance à trouver moche. Mais ce phénomène de répétition, il n'existe pas aussi dans les centres historiques? Beaucoup moins, parce qu'on a l'histoire, et pas seulement d'ailleurs dans les centres, mais dans les quartiers des villes, parce qu'entre le centre et la périphérie, il y a aussi les quartiers. On oublie souvent ces quartiers, et qui sont les quartiers qui racontent l'histoire tout simplement par leur architecture, par leur forme urbaine également, par les arbres qui sont là ou qui sont pas là, par le bruit. Il y a pas que le visuel. Quand on est à Dunkerque, on entend les mouettes et on les entend pas quand on est à Lille, par exemple. Donc il y a quelque chose qu'on repère aussi avec l'odorat, parce qu'on est à certains endroits près de la mer, à d'autres près de la montagne. Donc il y a comme ça des éléments qu'on retrouve et la région finalement finit par entraîner la création de la ville, où la ville s'inspire de la région qui est autour. Effectivement, quand on est dans des univers standards, je pense que c'est ça qu'on a tendance à rejeter, parce que on est trop habitué à ça. La standardisation, c'est ce que vous avez essayé de décrire justement dans votre livre que j'évoquais en début d'émission, David Mangin, La ville franchisée. Oui, parce que ce que j'ai essayé de décrire, et la situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis 15 ans, c'est qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, j'ai essayé de donner des explications de ce qui était considéré comme un chaos qui se passait tout seul, auquel on ne pouvait rien. Et donc, à mon avis, le vrai problème, c'est comment essayer d'améliorer les choses. Et donc ça, je l'ai décrit en essayant d'analyser d'abord que tous ces paysages que nous voyons, ils sont construits pour et par la voiture. Mais quand je dis la voiture, ce n'est rien du tout la voiture dans le dispositif. C'est-à-dire, c'est les aires de parking, c'est les parkings, c'est toutes les stations, c'est tout un système qui artificialise les sols et qui gomme la géographie. À ça s'articulent évidemment les centres commerciaux qui sont sur un modèle absolument typifié qui est nos parkings, nos business, et dont ils ont beaucoup de mal à se défaire. Et enfin, les lotissements qui sont apparus en France dans les années 80 et continuent à se générer comme des paquets identiques. C'est-à-dire la maison individuelle, j'ai absolument rien contre, et ça peut avoir un charme formidable, y compris voisiné, mais quand même, c'est extrêmement normé aujourd'hui, la maison individuelle. C'est-à-dire, si vous voulez faire des transformations, faire une surhauteur, faire une extension derrière, faire bouger les choses pour que la ville soit plus vivante, parce que presque avant la beauté, il faut que la ville soit plus vivante. Donc, on a un drame sur les rez-de-chaussée actuellement. On sait plus faire les rez-de-chaussée, les occuper. Et dans les pavillonnaires, les maires et les électeurs, en fait, et les habitants veulent garder leur distance avec leurs voisins. Donc, on a des choses extrêmement figées. Donc, s'il y a des villes moches, c'est à cause des banlieusards, David Mangin? Pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. S'il y a des villes moches, c'est que on est dans un urbanisme de produits. C'est-à-dire qu'il y a des formes fabriquées par les aménageurs, les géomètres, les maires, et ça commence chez le notaire avec la façon dont on fait des paquets de choses qui sont, comme ça vient très bien d'être dit, qui sont standardisés et répétés à l'infini à partir du moment où ils sont desservis par la voiture. Et la ville de la voiture aussi, elle empêche la rencontre en fait. On se croise plus en fait, on se voit plus, et c'est ça qui manque en fait. Même dans un centre-bourg de ville de grande couronne, et là il y a des rencontres, on peut se croiser, on se voit, alors que dès qu'on est dans l'univers motorisé, en fait on se croise à travers les vitres, on se voit plus du tout, et c'est ça qui manque en fait, c'est la rencontre.
c'est pas un hasard s'il y a eu les ronds-points il y a quelques mois, il y a encore maintenant. Vous qui vivez justement, Éric Chauvier, dans cette France périurbaine, dans cette France des pavillons, est-ce que vous partagez ce constat d'une trop forte standardisation et d'un manque peut-être d'échange du fait de la place importante qui est donnée à l'automobile? Indéniablement, et en même temps, il y a une typologie du pavillonnaire. Je veux dire, il y a du pavillonnaire Spirou des années 60, qui aujourd'hui peut objectivement être considéré comme plutôt esthétique. Gros pavillon des années 60. On a des différentes strates de pavillonnaires. Et là aussi, si on laisse un peu vieillir tout ça, il y a sans doute, là, vous parliez de la patine du temps en introduction, ça me semble très important. Après, moi, je fais mon constat d'anthropologue, c'est qu'évidemment, on est sur des zones très aliénantes, avec l'hypermarché, avec l'hégémonie de la voiture, avec les mouvements pendulaires, etc. Mais en même temps, l'espèce humaine, elle est faite de telle façon qu'il y a toujours des tactiques, des ruses qui sont mises en place pour être en prise avec le territoire. Et il y a beaucoup de tactiques habitantes, en fait, sur ces territoires-là, mais qui sont un peu dans l'angle mort, parce que, à force de dire que cette France-là est moche, on s'intéresse assez peu, finalement, à ces façons d'habiter un peu alternatives. Et même, moi, je vais plus loin, je trouve que ces périphéries urbaines sont beaucoup plus chargées en imaginaire. L'imaginaire et la créativité sont beaucoup plus importantes sur ces territoires-là, en fait, que sur la ville-centre, qui, pour le coup, même s'il reste dans les faubourgs des espèces de zones un peu historiquement où l'imaginaire s'engouffre, mais la plupart du temps, je trouve que les périphéries sont beaucoup plus créatives d'une certaine façon. Mais quand vous parlez de créativité, vous pensez notamment créativité architecturale et urbanistique? Non, je pense à la créativité habitante. Vers chez moi, à Bordeaux, la plupart des groupes rock électro viennent de la banlieue, vous voyez. Il y a une espèce de dureté de la vie qui amène, ce que je disais, cette émotion esthétique qui est d'une certaine façon. Alors il faut nuancer, il y a une typologie de pavillonnaire, clairement, où les personnes sont déclassées, c'est le mouvement des Gilets jaunes actuellement. Mais il y a aussi des entre-deux, il y a aussi, c'est pas si simple, je veux dire. Moi, la binarité, elle me pose problème dans vous voyez, la ville cosmopolite qui se gave et puis de l'autre les périphéries avec le white trash, les petits blancs. Oui, ça me pose vraiment problème, quoi. Parce C'est que très simpliste. En immersion, on se rend compte que c'est extrêmement différent, en fait. Est-ce qu'il y a ça aussi, justement, qui se joue dans le jugement esthétique qui peut être porté sur les villes et sur les zones urbaines, Olivier Razemont, c'est-à-dire les habitants, en gros, des grandes métropoles qui regarderaient les habitants des zones pavillonnaires, et peut-être inversement, d'ailleurs. En fait, on est dans un pays en ce moment où la moindre parole, dans un sens ou dans un autre, peut être considérée comme du mépris de l'autre, etc. Donc, en fait... Parce qu'on voit que c'est très, très, très sensible. Je rappelais donc Houellebecq sur Niort, par exemple, ça a tout de suite provoqué une émotion assez forte. Pure, donc voilà. Mais Deneuve, elle n'a pas fait exprès quand elle avait parlé de Dunkerque. Donc en fait, oui, ça peut être perçu comme ça, mais l'inverse peut être vrai aussi. En fait, évidemment, tout ça est beaucoup plus complexe, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se promener. En fait, moi, c'est ça que je dis tout le temps, de préférence à pied, y compris d'ailleurs dans les zones qui sont pas forcément a priori faites pour ça. C'est aller voir, et puis on se rend compte qu'il y a cette grande diversité. On peut tomber en Île-de-France, on peut tomber sur une magnifique maison en Meulière, par exemple, dans un morceau de village qui a subsisté, et puis on est ou sur un paysage. Mais est-ce qu'on peut tomber sur un magnifique lotissement qui daterait des années 70, à l'époque des Chalandonnettes, par exemple? Alors oui, c'est ça. Là vraiment, je suis pas un spécialiste de ça. Je suis juste observateur, mais je m'aperçois que l'architecture qui arrive à un moment, elle est sur le moment, on la trouve tout à fait moderne. Alors en ce moment, c'est des immeubles avec des sortes de cubes un petit peu les uns sur les autres, mais un petit peu décalés, et puis parfois quelques courbes et des couleurs différentes. Ça, c'est l'architecture 2010 du Grand Paris, on va dire. Et puis, en fait, 10 ans après, on a tendance à trouver ça un peu daté. 20 ans après, tout le monde déteste. Et puis, 50 ans après, on retrouve la vertu. Et là, c'est en train de retrouver de la vertu aux fameuses villes de la reconstruction en ce moment. David Mangin, si on prend par exemple l'exemple des grands ensembles. Les grands ensembles, à une époque, ça représentait la modernité. Alors si tant est qu'il faille associer la modernité au beau, mais peut-être qu'à l'époque, en tout cas, c'était comme ça que c'était vécu. À partir d'un moment, c'est devenu au contraire l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, parce que c'était comment est-ce qu'on passe justement de quelque chose qui est considéré comme moderne à quelque chose comme de laid et à ne plus reproduire? L'histoire des grands ensembles, c'est une histoire à la fois très simple et assez compliquée. C'est-à-dire un besoin de logement, un processus de rationalisation, d'ailleurs qui n'est pas si rationnel, parce qu'on dit c'est le chemin de grue, mais un chemin de grue, ce serait mis au milieu, puis il aurait desservi à gauche, à droite, et il aurait fabriqué des rues. Donc il y avait bien un modèle assez abstrait de composition, fait sur une feuille de papier, comme un tableau abstrait, de faire des grands ensembles.
avec quand même une idéologie très forte républicaine. C'est-à-dire que c'est pas comme une cité ouvrière, par exemple, puisque vous n'avez pas la maison d'angle, le contremaître. Vous avez l'idée que on allait loger là toute la période de la révolution industrielle, version 4e République et 5e République, et que on allait être égalitaire là-dedans. Alors il y a évidemment, à partir de 1978, il y a eu des changements de population dans les grands ensembles. Alors spécialement dans la région parisienne, qui a fabriqué un enclenchement qui a dégradé l'image, relayé au plus haut niveau, puisque Giscard a décrété que les tours et les bars devaient être arrêtés, et donc il y a eu un mouvement de repli. Mais quand même, pour être clair, l'idéologie anti-urbaine en France, elle est assez vieille, elle est très ancrée, parce que à 3 générations, la plupart des gens étaient dans les campagnes et vivaient des campagnes. Et donc, moi, je ressens comme très fort que c'est pas acquis de trouver qu'il y a des vertus très importantes à la grande ville. Moi, j'adore la grande ville, je pourrais difficilement vivre en dehors d'une grande ville. Donc évidemment, comme un certain nombre de personnes, je dis, quand j'arrive dans une ville où à 7 heures du matin, à 7 heures du matin, les gens sont debout, mais à 6 heures du soir, tout est fermé, je me dis, ça peut être l'ennui quand même. Et notamment pour les adolescents, et notamment pour toutes ces personnes qui vont d'ailleurs au McDonald's, parce que c'est le truc ouvert. Donc, c'est rarement 18 heures quand même, c'est plutôt 19 heures quand même, franchement. Même dans les villes de 15 000 habitants, c'est pas 18 heures. Oui, mais c'est un mode de vie qui est très différent, je le juge pas. Mais moi, je dis mes valeurs à moi. Mes valeurs à moi, c'est que j'aime la grande ville, pour des tas de raisons qui ont été très développées par toute la sociologie urbaine, l'école de Chicago, etc. Donc j'aime la grande ville pour ça, pour la rencontre et pour la surprise et pour à la fois l'anonymat et la foule. Voilà. Je comprends, mais on peut être citadin dans une ville de 15 000 habitants. J'étais à Morlaix il y a 15 jours, il y a des gens qui sont parfaitement citadins et qui vivent dans Morlaix vraiment, et j'en ai croisé aussi à Alençon, etc. On peut être tout à fait citadin, avoir ce mode de vie qui consiste à aller descendre, prendre son pain. Il se passe des choses tous les soirs dans toutes les villes de France, même les petites. Il faut évidemment les trouver, il faut se donner un peu de mal. On n'en fait pas forcément tout, mais c'est bien la caractéristique d'aujourd'hui, c'est que les gens veulent les deux. Ils veulent à la fois la campagne et les services urbains. Et ils réussissent à les obtenir plus ou moins d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça fait partie de la discussion politique d'aujourd'hui. Mais pour revenir à l'idée d'ennui, elle est assez intéressante. Parce qu'il y a aussi une idée reçue, c'est que dans une ville, tout doit être animé. Tout doit être sympa, rigolo, voilà. Et c'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense dans une ville, il y a des places ennuyeuses, et tant mieux. Même dans une place, il y a un côté ennuyeux et un côté au soleil. Aussi. Et après, voilà. Donc, ça fait partie d'une ville d'avoir des places animées et d'avoir des places pas animées. Une ville moche, ça serait une ville qui n'aurait pas de diversité, justement, peut-être, Éric Chauvier, c'est-à-dire soit qui serait animée partout et qui serait belle partout, c'est-à-dire où l'esthétique serait poussée à son maximum dans toutes ces zones, ou inversement une où il se passerait plus rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse passer d'un endroit à un autre avec de la diversité. Oui, je pense, c'est vraiment lié aux usages en fait, les usages qu'on fait de la ville, notre rapport à l'esthétique, parce que la beauté, on ne sait pas exactement ce que c'est. Les philosophes l'ont défini, mais depuis Platon, mais enfin pour nous habitants, c'est quand même plutôt dans les usages qu'on va la percevoir, cette beauté. Et des usages plutôt accordés à notre environnement vont faire qu'on va plutôt être finalement dans une espèce de contentement esthétique. Mais pour moi, la ville moche ou la mocheté, je l'ai vraiment rencontrée dans certains grands ensembles où il y a du désespoir, où le désespoir suinte des murs en fait. Vous voyez, il y a une espèce de désespoir endémique qui fait que pour le coup, mais je dirais jamais que c'est moche en fait. C'est bien plutôt quelque chose parce que si je dis que c'est moche, c'est un problème d'épistémologie. Je vais pas y aller, je vais pas aller étudier ce qui se passe. C'est une façon de finalement considérer qu'il y a quelque chose d'un peu menaçant, d'un peu monstrueux, mais je vais pas aller travailler ça en immersion au corps, voir comment les gens vivent là-dedans, comment ils sont méprisés, stigmatisés, etc. Oui, mais vous pouvez vivre cette mocheté de l'intérieur, c'est-à-dire considérer que l'endroit où vous habitez est un endroit moche. La ville aide, c'est dans les grands ensembles, l'absence d'insonorisation par exemple, au quotidien, les nuisances sonores qui rendent fou en fait. Et ça c'est peut-être, mais à nouveau le terme moche est pas vraiment, c'est toujours une façon, c'est un euphémisme moche, c'est une façon de beauté en touche si vous voulez. Et puis c'est évidemment une notion qui peut évoluer avec le temps. Vous évoquiez tout à l'heure, Olivier Erasmont, le cas de la ville du Havre. Alors c'est une ville qui en matière de reconstruction s'y connaît. Il a fallu rebâtir la ville après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de logements sociaux avec l'architecte Perret. Et puis 2005, donc cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le Havre est devenu une ville où on va passer des week-ends. Il y a notamment d'ailleurs une écrivaine, une romancière, Maëlys de Kerangal, qui est originaire du Havre et qui a raconté que longtemps elle a pris le train qui l'a menée au Havre où elle ne croisait que des Havrais. Et puis petit à petit elle a vu commencer à voir le week-end des couples de Parisiens qui venaient visiter la ville, à tel point que cette ville est aussi devenue un haut lieu de tournage pour le cinéma, comme en témoigne ce reportage qui a été diffusé en janvier dernier dans le JT de France 3 Normandie. Nous voici devant le 135 rue de Paris, cette porte qui a servi de décor pour le film Disco de Fabien Ottoniente en 2008. Disco, 38 témoins ou le Havre d'Aki Kaurismäki, autant de films qui ont pour décor la ville du Havre. Des rues, des monuments, à travers cette balade cinématographique, les visiteurs portent un autre regard sur la cité océane et son architecture qui séduit tant les réalisateurs. La rue de Paris est l'un des axes majeurs de la ville que l'on retrouve le plus au cinéma. Elle attire les réalisateurs par sa symétrie d'abord, avec ses arcades voulues par Auguste Perret, et puis une perspective d'un côté vers l'hôtel de ville et de l'autre vers le port. Donc on a des champs contre champs très intéressants pour les réalisateurs. Mais le centre reconstruit n'est pas le seul atout du Havre. Les réalisateurs l'ont bien compris en orientant leur objectif vers d'autres facettes de la ville. On a des très belles villas sur la plage, des zones pavillonnaires, des quartiers ouvriers, des bars un peu dans leur jus, et que tout ça donne beaucoup de charme à la ville. Et souvent ils sont attirés par la mer et l'architecture moderne, et finalement sont charmés par l'ensemble des décors qu'ils peuvent trouver au Havre. Voilà, un reportage de France 3 Normandie qui date de janvier dernier. Alors, je vous rappelle que la question qu'on pose ce soir, c'est qu'est-ce qu'une ville moche, en compagnie d'un architecte urbaniste, David Mangin, d'un journaliste spécialiste des mobilités, Olivier Razemont, et d'un anthropologue et écrivain, Éric Chauvier. Éric Chauvier, comment est-ce que Le Havre est passé d'une ville qui était considérée comme une ville moche, en tout cas où il n'y avait pas grand-chose à faire, à une ville que l'on visite, qui a un attrait et qui est devenue une ville presque branchée? Est-ce que c'est parce que sa population s'y sent mieux? C'est ça, à votre avis, puisque vous expliquez que c'est aussi ce qui fait que on va considérer alors vous me désignez du doigt Olivier Razemont parce que vous n'êtes jamais allé au Havre, peut-être, Éric Chauvier? Je suis allé au Havre, mais c'était avant tous ces travaux, donc. Moi j'ai passé le nouvel an. Voilà, tout simplement. Et j'étais allé avant, et effectivement, j'avais aussi découvert au fur et à mesure. J'ai l'impression, il y a une fierté, c'est très important, la fierté des habitants. Et là, effectivement, l'UNESCO a apporté ça. Ça passe pas nécessairement par l'UNESCO, mais le fait de se réapproprier la ville et de se dire, tiens, on a et c'est pas forcément une évidence parce que on a l'habitude, en fait. On passe devant les bâtiments Perret, le béton, etc. Et il faut se réapproprier. Il faut d'abord aussi connaître. Quand on commence à connaître et à comprendre, on s'aperçoit qu'il y a des proportions qu'on regarde. Et puis, comme ça a été très bien dit dans le reportage, il n'y a pas juste que le quartier Perret. Ouais, c'est même assez minoritaire dans la ville. Il y a l'escalier Montmorency, par exemple. L'escalier Montmorency, c'est un petit peu plus loin. Il faut monter, il faut prendre un bus, c'est un peu compliqué, le tram. Et puis là, il y a un ancien funiculaire qui d'ailleurs pourrait être remis en service. Ça, ce serait extraordinaire parce que ça rendrait par ailleurs aussi des services en termes de mobilité. Mais là, les habitants ont repeint complètement les marches de cet escalier, ce qui fait que ça donne de manière tout à fait multicolore. Donc ça donne, là aussi, ça a redonné une fierté à la fois aux habitants, un motif de, pas forcément de on est tous un peu touristes, en fait, c'est-à-dire aussi le tourisme pour les habitants, pour des gens qui viennent de pas très loin, et puis effectivement, le fait la ville, c'est un paysage en fait. Mais encore faut-il pouvoir marcher sur les trottoirs. Et ça, c'est une autre question. Et là, je reviens avec cette question de mobilité. Si on a une ville dans laquelle il n'y a pas une seule place qui n'est pas un parking, et j'en connais, j'ai vu ça à Royan, où il n'y a pas une seule place, toutes les places sont des parkings. Alors ça, c'est un peu dommage. Les gens ne s'arrêtent pas à Royan, pas tellement parce que c'est une ville reconstruite après les années 50 dans les années 50 comme le Havre, mais parce que en fait, il n'y a pas moyen de prendre un café ou une bière ou un verre de vin avec simplement des enfants qui jouent. C'est pas possible. Il y a juste toujours des voitures. Et ça devient problématique dans beaucoup de villes. Je reprends l'exemple de Morlaix où j'étais. Ils ont exactement le même problème. C'est une ville beaucoup plus ancienne, par contre, avec du schiste, du grès, de l'ardoise, et il se pose
pose la question il y a pas là aussi, il y a pratiquement pas de place qui est un parking, qui n'est pas un parking plutôt. Et là, il se pose cette question-là. Il dit on pourrait faire une vraie place qui donne envie d'être vue. Et ça vaut aussi bien dans une ville comme Le Havre que dans une ville très ancienne comme Morlaix. Et les élus, parce que j'imagine que vous êtes en contact régulièrement avec eux, David Mangin, vous qui êtes architecte urbaniste, les élus, ils sont sensibles à cette dimension-là, ou bien est-ce qu'ils sont encore, disons, très ancrés dans cette idée que la mobilité, ça passe d'abord par l'automobile et que c'est d'abord peut-être l'automobiliste qui est usager de la ville avant le piéton? Encore une fois, c'est un peu une question de taille de ville. Donc je pense que... Non, maintenant, il y a quand même une tendance quand même beaucoup à aménager, même d'ailleurs dans des excès, parce qu'il y a des voies piétonnes qui arrivent à tuer des villes aussi à l'inverse. Il y a quand même une tentative... Dans quelle ville, là? Je pense des rues piétonnes qui ont ne serait-ce que la façon dont c'est nivelé, par exemple, une rue piétonne. Si vous mettez, je vais rentrer dans un détail, mais qui n'en est pas un en réalité, si vous mettez le fil d'eau, c'est-à-dire là où l'eau passe au milieu de la rue piétonne, vous divisez quasiment les deux quartiers entre eux. Si au contraire vous faites le sol plan, eh bien vous passez des deux côtés des quartiers. Alors quand je dis tuer, c'est peut-être un grand mot, mais tout est dans les détails. Si je peux me permettre, c'est que la rue piétonne doit pouvoir être accessible à pied. Souvent en France, on fait des rues, des zones piétonnes ou des petites zones piétonnes on accède simplement en traversant. Moi, j'ai vu ça à Aix-les-Bains. On traverse un boulevard en deux fois pour accéder à la rue piétonne. Donc, ça donne pas envie. Si par contre, comme on fait, comme je l'ai vu en Allemagne ou aux Pays-Bas, des plateaux piétonniers qui sont ensuite accessibles à pied par des zones 20, puis des zones 30, et puis ensuite des trottoirs assez larges, là, les gens vont venir à pied. Mais si par contre, on part du principe que les gens vont aller en voiture dans la zone piétonne, oui, ça va être compliqué. David Mangin. Oui, les élus, ils ont beaucoup la préoccupation de l'image de leur ville et ils utilisent, si on peut se permettre de dire un mot là-dessus, ils utilisent un peu l'architecture comme un effet miroir et donc elle devient aussi un effet de mode. Donc on va essayer de faire venir le touriste avec un équipement dont on n'a pas vraiment besoin, mais qui fera parler de lui. Voilà. Et donc ça, c'est assez difficile à expliquer que ce qui est extraordinaire, c'est de changer l'ordinaire. C'est pas de fabriquer une réplique de la fondation de Bilbao en petit dans n'importe quelle ville, de n'importe quelle taille, qui trouvera pas son public. Donc c'est plutôt ça la difficulté avec les élus, c'est qu'ils ont une tentation, la tentation de la grenouille qui veut être voilà. Et au lieu de s'occuper de choses assez simples qui permettraient de sauver le raid des villes, ce qu'on appelle le raid de ville, c'est-à-dire toute cette continuité qui est vraiment problématique, qui fait tous des problèmes des vacances commerciales puis des vacances résidentielles. Et donc, ce qu'on admire comme un patrimoine historique est en train de vraiment se casser la gueule dans certaines villes, complètement. Voilà. Et donc ça, ils pensent qu'une petite opération d'architecture de prestige ou un petit bout de rue piétonne ou l'aménagement d'une place, ça suffira. Ça suffit pas. C'est-à-dire que si dans l'étalement urbain qui est autour de cette ville, il n'y a pas aussi d'autres choses qui se passent, soit d'autres formes urbaines, soit des capacités de transformation des pavillonnaires, parce que vous parliez tout à l'heure de l'inventivité des gens, mais il faudrait qu'elles puissent s'exercer sur leur maison elle-même. Et ça, c'est pas non plus très permis. Et donc ça, c'est une source d'usage et de transformation, à mon avis, très, très riche. Et c'est ce que décrivait justement ce fameux article que j'évoquais en début d'émission, Comment la France est devenue moche, article de Télérama en 2010, qui déplorait, alors il s'intéressait moins au centre-ville justement qu'à cet étalement urbain avec des zones industrielles et des zones commerciales qui se ressemblent toutes, des lotissements qui se ressemblent tous. Pourquoi est-ce que ça vous avait irrité, disons, au point d'en faire un livre à l'époque, Éric Chauvier? Le titre est évidemment assez humoristique, et puis, mais c'était surtout une façon de pointer du doigt ce jugement de classe. Encore une fois, le goût était, c'est très urbano-centré. C'est le citadin qui est détenteur du bon goût en fait, et qui va plonger dans une espèce d'angle mort total le périurbain sous prétexte qu'il est moche. Et puis parce que derrière la mocheté, on s'intéressait pas
cette créativité, à ce que moi j'observe au quotidien, c'est-à-dire les zones de transgression, les espèces. C'est parce que c'est du zoning ces zones aussi. C'est-à-dire on a des friches naturelles, on a des bois. Comme il n'y a pas eu de planification, on pourrait dire que ça ressemble un peu à rien. Il y a du pavillonnaire d'une telle époque, puis il y a une zone commerciale, une zone industrielle, une zone artisanale. Mais en réalité, on peut trouver ça effectivement moche, mais c'est un jugement vu du centre, parce que pour les habitants, je pense que l'imaginaire des jeunes s'engouffre beaucoup plus. Je pense à quelque chose qui est assez simple, c'est l'adultère, les relations adultères, vous voyez, entre adultes consentants. C'est la sexualité qui maintenant est dans la ville est devenue extrêmement. J'ai un doctorant qui travaille sur ces questions. C'est devenu extrêmement difficile. Donc tout ça, c'est le périurbain qui va absorber aussi ces pratiques-là, ces usages-là. Et finalement, si on considère que le beau, c'est être en accord avec ses désirs, ou finalement peut-être que c'est ces territoires-là qui sont plus beaux. À ce sujet, il y a eu un article assez récent dans The Conversation, un site que vous connaissez peut-être, où sont des chercheurs, des universitaires qui publient. Et c'est un article qui est signé du sociologue Fabrice Raffin, et qui s'intéresse justement à ces zones périurbaines. Et il dit notamment ceci: l'expérience esthétique patrimoniale n'échappe pas à l'indexation sociale des goûts esthétiques, ce que vous venez d'expliquer, Éric Chauvier. Il raconte notamment qu'il fait des ateliers, lui, avec des jeunes des quartiers populaires. Et il dit ceci à leur sujet: non seulement ils n'éprouvent aucune attirance pour le centre-ville ancien, mais pour eux, les vieilles pierres sont moches. Ce sont les vieilles pierres qui sont moches, et ce sont plutôt les centres commerciaux, par exemple, qui sont investis, Éric Chauvier. Oui, parce qu'il y a ces jeux de représentation, si vous voulez, pour le suburbain. Le mouvement des Gilets jaunes, il naît aussi d'une espèce de ressentiment vis-à-vis de l'urbain, de la ville, de ce qu'incarne la ville, en fait. Et dans cette architecture iconique de la ville-centre, il y a quelque chose qui n'est pas forcément laid, mais qui devient extrêmement stigmatisant, qui neutralise un peu tout leur sentiment esthétique. Enfin, il y a un phénomène de rejet, en tout cas. Et cette beauté-là, qui a été brandie comme beauté par le classicisme, puis par la modernité, devient un phénomène de rejet vu des zones périphériques, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La Ville-France, vous y êtes justement intéressé, Olivier Rasmont, dans votre livre « Comment la France a tué ses villes », avec un phénomène de désertification, parce qu'il y a des boutiques qui ferment. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué il y a quelques années. En allant à Roubaix, je m'étais retrouvé dans une rue avec tout un tas de commerces de bouche, et puis en s'approchant, on se rendait compte que c'était des trompe-l'œil. Oui. C'est-à-dire, c'était une ancienne rue commerçante, mais où les commerces avaient fermé, et donc on voyait alors une boulangerie, une charcuterie, je ne sais plus très bien quoi, mais c'est flippant. Ouais. Ça n'existait plus. Oui, c'est en fait au début on fait ça justement pour animer. Alors quand on fait une, parce que c'est aussi l'image qu'on se fait de ce que doit être une ville, un centre-ville. On voit d'ailleurs c'est une librairie ou un bistrot ou une boulangerie, puis il y a même des personnages dedans. Donc quand on est d'assez loin, on croit vraiment que ça existe, puis en fait non. Non. Et le problème du périurbain, c'est pas tellement que ça existe, parce qu'effectivement c'est plein de vie, il se passe plein de choses. Le problème, c'est qu'on continue à faire des nouvelles zones commerciales. Et en fait, personne ne propose aujourd'hui de détruire la zone commerciale. Il y a d'ailleurs qui se détruisent un peu elles-mêmes entre elles, puisqu'elles se concurrencent sans arrêt avec des friches commerciales en périphérie très importantes. Mais elles seront peut-être un jour patrimonialisées, on ne sait pas. Peut-être que ces zones... Elles le sont en partie déjà pour certaines d'entre elles. Mais par contre, le truc, c'est qu'on continue à en faire, et avec une absence de densité, des rencontres quand même, en tout cas à pied, qui sont beaucoup plus complexes, et alors même qu'on voit les conséquences que ça a fait aujourd'hui. Donc la question, faisons avec ce qu'on a aujourd'hui, qui est la ville qu'on a construite jusqu'à présent, y compris la ville contemporaine et moderne, plutôt que de continuer à l'étendre toujours plus loin, avec toutes les conséquences sociales, environnementales, économiques que l'on connaît. La ville rêvée des philosophes, c'est l'ouvrage auquel vous avez contribué, Éric Chauvier. La ville rêvée de l'architecte David Mangin, ce serait quoi? S'il y en a une, en tout cas, qui représenterait peut-être l'idéal dans les villes qui existent aujourd'hui. La plus belle ville du monde pour vous, ce serait où? Je pensais que vous alliez poser cette question. C'est vrai, donc vous aviez préparé la réponse? Écoutez, moi j'ai passé 2 jours à Melbourne. Alors c'était vraiment à l'autre bout du monde, sous nos pieds, et j'étais tout à fait fasciné par cette ville, parce qu'elle allie des infrastructures routières, de la topographie, un site, une situation, des quartiers où il y a des personnes âgées qui sont sur le pas de leur porte et qui arrivent à vivre. Et j'ai trouvé ça une ville tout à fait formidable. Éric Chauvier, vous n'allez pas échapper à cette question, et vous non plus d'ailleurs, Olivier Rasmont. Brièvement, la plus belle ville du monde, celle en tout cas où vous aimeriez absolument vivre si vous en aviez les moyens, la possibilité? Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne. Et Olivier Rasmont? Montréal.
Montréal, pour ses magnifiques pistes cyclables, sa convivialité permanente, son dynamisme. Melbourne, Montréal, Saint-Thierry-la-Perche, voilà, c'est notre trio des plus belles villes du monde. Et commentez si vous le souhaitez sur notre site internet en nous écrivant. Le site c'est franceculture.fr, la page du Grand Hamoun. Merci beaucoup à tous les trois, Éric Chauvier, Olivier Razemont et Didier Mangin. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est également sur le site. Merci à l'équipe du Grain, Amélie Perrault, Cyril Marchand, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Fanny Richet. Émission réalisée par Peyre Legras avec à la prise de son Clément Daté.